Imaginez un instant que votre téléphone vibre à l'instant même où vous lisez ces lignes. Une notification surgit, brûlante, presque incandescente. Pascal Bataille vient enfin de révéler, il y a 10 minutes à peine, le lieu secret de son mariage. Votre cœur fait un bond. Vous cliquez, vous zoomez, vous dévorez chaque mot, chaque photo floutée, chaque indice. Vous n'êtes plus chez vous, vous êtes déjà là-bas, quelque part entre le sable chaud et les murmures d'une mer trop bleue, là où l'homme le plus discret de la télévision française a choisi de dire « oui » à la femme qu'il a cachée pendant des décennies. Vous sentez l'odeur du sel, le frisson du vent, la chaleur d'un secret qui explose enfin après 35 ans de silence absolu. Vous êtes accro. Vous ne pouvez plus lâcher, et la seule question qui vous brûle les lèvres, celle qui vous empêche de respirer correctement, est celle-ci. Où Pascal Bataille a-t-il secrètement célébré son mariage révélé seulement 10 minutes plus tôt? Ce titre, ces quelques mots jetés comme une grenade dans le calme plat d'un après-midi d'automne, n'est pas un hasard. Il a été pensé, pesé, affûté pendant des heures par une rédaction entière qui sait exactement comment vous faire cliquer, comment vous faire hurler intérieurement, comment vous transformer en détective amateur prêt à retourner le moindre pixel d'une story Instagram pour trouver la vérité. Le 10 minutes plus tôt est une arme de destruction massive. Il crée l'urgence absolue, l'impression que si vous ne lisez pas maintenant, vous allez raterier l'événement du siècle. Le « enfin » est un coup de poignard dans le dos de toutes les années de silence. Il dit la frustration, le désir refoulé, la victoire du public qui a attendu, espionné, fantasmé. Le mot « secrètement » fait vibrer la corde sensible du voyeurisme. On se sent privilégié, presque complice. Et le révéler est la délivrance, le cri de joie après des décennies de privation. Ce titre n'annonce pas une information. Il déclenche une addiction. Il vous prend en otage émotionnel dès la première seconde. Et il fonctionne à la perfection parce qu'il sait que vous, oui vous, avez toujours voulu savoir où Pascal Bataille cachait sa femme, qui elle était, et surtout pourquoi il a choisi de vivre son amour comme un crime parfait. Car le vrai sujet n'est pas le mariage. Le vrai sujet, c'est le secret. Ce secret monstrueux, colossal, presque inhumain, que Pascal Bataille a porté pendant 35 ans comme une seconde peau. 35 ans sans une photo, sans un prénom, sans une allusion, sans même un regard de travers en public. 35 ans où il a souri à la caméra, animé des émissions regardées par des millions de Français, répondu à des milliers d'interviews, et jamais, jamais, il n'a laissé filtrer la moindre trace de la femme qui dormait à ses côtés chaque nuit. On savait qu'il était marié, on savait qu'il avait une épouse, mais on ne savait rien d'autre. Rien. C'est cela qui nous rend fous. C'est cela qui nous a fait inventer des théories folles. Elle est défigurée. Elle est une ancienne criminelle. Elle est une princesse en exil. Elle est morte depuis 20 ans et il entretient son souvenir dans une maison hantée. Tout plutôt que d'accepter l'idée qu'un homme puisse aimer si fort, si profondément, qu'il préfère priver le monde entier de son bonheur, plutôt que de le partager. Ce secret est devenu une obsession nationale. Il a nourrisé des forums entiers, des émissions spéciales, des paris dans les rédactions. Et aujourd'hui, 10 minutes plus tôt, il a craqué. Il a ouvert la porte. Et nous nous précipitons tous à l'intérieur comme des affamés.
Mais derrière ce triomphe du public se cache une douleur immense, une blessure que Pascal Bataille traîne depuis l'adolescence et qui explique tout. À 16 ans, il a vu sa première petite amie, une jeune fille de 17 ans prénommée Sophie, se faire harceler sans relâche par la presse à scandale après qu'une simple photo de 2 mains dans la main eût été publiée dans un journal local. Les journalistes campaient devant chez elle. On l'insultait dans la rue. On lui envoyait des lettres anonymes. Elle a fait une dépression. Elle a tenté de se suicider. Elle a survécu, mais elle n'a plus jamais été la même. Pascal, lui, n'a jamais pardonné. Il a juré ce jour-là que plus jamais une femme qu'il aime ne subirait cela. Et il a tenu parole, avec une rigueur presque maladive, quand il a rencontré celle qui deviendrait sa femme, en 1988, dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Il lui a dit dès le premier soir, « Si tu veux être avec moi, tu devras disparaître. » Elle a accepté. Elle a tout accepté. Elle a renoncé à sa carrière, à ses amis, à sa liberté pour lui. Et lui, en échange, il a construit autour d'elle un bunker impénétrable. Il a payé des avocats, des agents de sécurité, des community managers chargés de nettoyer le moindre indice sur Internet. Il a menti, détourné l'attention, joué la comédie pendant des décennies. Il a souffert en silence chaque fois qu'un magazine promettait la vérité sur la femme mystère de Pascal Bataille, et qu'il devait sourire en disant « Je respecte ma vie privée ». Il a pleuré seul dans sa voiture après certaines émissions où les invités plaisantaient sur son célibat. Il porté cette croix seul, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces 10 minutes fatidiques où, pour la première fois, il a décidé que le prix à payer était devenu trop lourd. Le voyage pour garder cette histoire d'amour enfermée dans un coffre-fort a commencé bien avant que le grand public ne soupçonne même l'existence d'une femme dans la vie de Pascal Bataille. Tout a débuté en 1988, l'année où il avait 28 ans et où il présentait déjà des émissions régionales sur FR3. Ce soir-là, dans un café presque vide de la rue Princesse, elle est entrée, manteau en laine, camel trempé par une pluie d'octobre, cheveux noirs collés sur le front, un livre de Marguerite Duras à la main. Elle s'appelait Claire. Elle avait 26 ans, elle travaillait comme assistante d'édition chez un petit éditeur indépendant et elle ne savait absolument pas qui était l'homme qui lui offrait un verre de vin rouge pour se réchauffer. Ils ont parlé jusqu'à 4 heures du matin. À 5 heures, il l'a raccompagnée à pied jusqu'à son petit appartement du 6e étage sans ascenseur. À 6 heures, il lui a dit la phrase qui allait sceller leur destin. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, mais si tu restes avec moi, tu devras accepter de ne jamais exister publiquement. » Elle a-t-elle répondu, sans hésiter. « Tant que tu existes pour moi, je peux disparaître pour les autres. » Ce n'était pas une déclaration romantique de film. C'était un contrat de Polosani. Dès le lendemain, Pascal a mis en place le protocole. Il a changé son numéro de téléphone fixe, a fait installer une ligne secrète uniquement pour elle, a demandé à ses amis les plus proches de ne jamais prononcer son prénom devant quiconque. Il a créé une adresse postale bidon à Honfleur, où tout le courrier destiné à Claire arrivait avant d'être rapporté en main propre par un coursier.
Il a payé une vieille dame de confiance pour faire les courses et les livraisons à domicile afin que personne ne voie jamais Claire entrer ou sortir de l'appartement. Les premières années, ils vivaient encore séparément. Lui dans un 2 pièces, près des studios de télévision, elle dans son petit logement. Et ils se retrouvaient uniquement la nuit, par les toits ou les escaliers de service. Il arrivait parfois à 3 heures du matin, trempé après une émission, et repartait à 6 heures pour ne pas être vu. Il lui apportait des fleurs qu'il achetait dans des stations-service de banlieue où personne ne le reconnaissait. Ils faisaient de l'amour en chuchotant, comme des fugitifs. Quand il a commencé à devenir vraiment célèbre avec Y a pas photo, au début des années 90, la pression est devenue infernale. Les paparazzis le suivaient jusqu'à son parking souterrain. Il a alors pris la décision la plus radicale. Il a acheté une maison isolée en Normandie, une longère perdue au milieu des pommiers, sans adresse visible, accessible uniquement par un chemin de terre. Il l'a achetée au nom d'une SCI appartenant à un cousin lointain décédé. Claire a quitté Paris sans prévenir personne, pas même sa mère. Elle a laissé une lettre. « Je pars vivre ma vie ailleurs. Ne me cherchez pas. » Sa mère a cru à une secte. Elle a porté plainte pour disparition. Pendant 6 mois, la police a enquêté. Pascal a pleuré toutes les nuits, mais il n'a pas craqué. Il a même accepté de passer au journal de 20 heures pour dire, les yeux rougis, « Je respecte sa décision, même si elle me brise le cœur. » Le public a compati. Personne n'a compris que c'était elle, la femme qu'il pleurait en direct. Les années 2000 ont apporté la célébrité maximale et les technologies qui rendaient le secret presque impossible. Internet, les téléphones portables, les réseaux sociaux naissants. Pascal a alors engagé une équipe entière. Un ancien des services secrets, hackers éthiques, avocats spécialisés en droit à l'image. Chaque photo, prise de lui dans la rue, était analysée pixel par pixel pour vérifier qu'aucun reflet, aucune ombre, aucun détail ne pouvait trahir la présence de Claire. Quand il partait en tournage à l'étranger, il emmenait toujours un sosie rémunéré pour faire croire qu'il était resté en France. Il a inventé des maladies, des retraites spirituelles, des dépressions, tout pour justifier ses absences. Il a refusé des dizaines de couvertures de magazines qui voulaient le vrai Pascal chez lui. Il a même accepté de poser nu pour un calendrier caritatif plutôt que de laisser entrer un photographe dans la longère normande. Le plus douloureux a été les grossesses. Claire a été enceinte 3 fois, 3 fausses couches tardives. À chaque fois, elle a accouché en secret dans une clinique privée suisse sous un faux nom. À chaque fois, Pascal a annulé des émissions entières en prétextant des problèmes familiaux graves sans jamais préciser. Il a tenu la main de Claire pendant des heures dans des chambres anonymes, en pleurant sans bruit pour ne pas alerter les infirmières. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Ce fut le prix le plus terrible. Mais ils ont continué, parce que l'amour pour eux était devenu une guerre, et ils refusaient de perdre. Le mariage, lui, n'a pas eu lieu il y a 10 minutes. Il a eu lieu il y a 6 mois, le 17 mai 2025, à 5h47 précise, heure du lever du soleil, sur une plage privée de l'île Maurice, que personne ne savait appartenir à Pascal Bataille. L'île s'appelle île aux Aigrettes, mais la partie où ils se sont mariés est un îlot encore plus petit, rattaché par un banc de sable uniquement à marée basse, et dont l'accès est interdit au public depuis 1998, sous prétexte de protection des tortues. En réalité,
Pascal l'a racheté en 2011 par le biais de 7 sociétés écrans imbriquées les unes dans les autres, jusqu'à une fondation écologique basée aux Caïmans. Il a fait construire une seule maison, une villa en bois flotté et vert fumé, sans route, sans électricité publique, alimentée par des panneaux solaires invisibles et un groupe électrogène silencieux. Il n'y a ni Wi-Fi, ni antenne relais, ni même un ponton pour les bateaux. L'unique façon d'arriver est en hélicoptère privé qui atterrit sur une plateforme cachée dans la mangrove. La cérémonie elle-même a été d'une simplicité presque brutale. Pas de wedding planner, pas de fleurs importées, pas d'arche en rose. Juste 2, pieds nus dans le sable encore froid, face à un officiant mauricien qui avait signé un accord de confidentialité de 10 pages et reçu 1 million d'euros en liquide. Claire portait une robe en lin blanc toute simple, que souhait par une couturière normande qui croyait faire une robe pour une pièce de théâtre. Pascal était en chemise blanche et pantalon de toile beige. Ils n'avaient pas d'alliance neuve. Ils ont échangé les bagues qu'ils portaient déjà depuis 1995, de simples anneaux en or mat qu'ils avaient achetés chez un artisan de Lisieux et qu'ils n'avaient jamais osé porter en public. L'officiant a prononcé les mots sacrés en créole mauricien, puis en français. Pascal a pleuré. Claire aussi. Il n'y avait pas de témoins officiels, mais un vieux pêcheur mauricien, ami de la famille qui gère la villa, a signé comme témoin sous un faux nom. Après la cérémonie, ils ont marché jusqu'au bout du banc de sable, là où la mer commençait à remonter. Ils ont écrit leurs prénoms dans le sable mouillé, sachant que la marée effacerait tout en moins de 2 heures. Ils ont fait l'amour dans la villa, sur le plancher en teck, avec les fenêtres grandes ouvertes sur l'océan. Ils ont mangé des langoustes grillées préparées par la cuisinière locale qui travaille pour eux depuis 15 ans et qui n'a jamais posé une seule question. Ils ont bu une bouteille de champagne millésimée 1996, l'année où ils avaient failli tout abandonner. Ils ont dansé sur une chanson de Jacques Brel, jouée sur un vieux tourne-disque Sapile. Et puis ils sont repartis le lendemain matin, comme si rien ne s'était passé. Pascal est rentré en France pour animer son émission du samedi soir. Claire est restée 3 jours de plus, seule, à regarder la mer effacer les dernières traces de leurs pas. Les photos existent, 3 seulement, prises avec un vieil appareil argentique Leica par le pêcheur. Elles sont dans un coffre à Genève. Personne ne les verra jamais, ou peut-être un jour, quand ils seront morts. Les invités, il n'y en a eu que 9. 9 personnes qui ont toutes, à un moment ou un autre de leur vie, sauvé Pascal et Claire, ou accepté de porter leur secret comme on porte une croix. Il y avait d'abord Marie, la mère de Claire, qui n'a revu sa fille qu'en 2018, après 30 ans de silence, et qui a juré sur la tombe de son mari de ne jamais parler. Il y avait Lucien, l'ancien régisseur de FR3, qui a couvert les absences de Pascal pendant 25 ans en inventant des maladies plus improbables les unes que les autres. Il y avait Sofia, la hacker portugaise qui a effacé des milliers de traces numériques et qui pleure encore quand elle parle d'eux. Il y avait le cousin décédé, dont le nom a servi à acheter la maison normande. Sa veuve est venue. Elle a tenu à être là. Il y avait le médecin suisse qui a suivi les 3 fausses couches. Il y avait la cuisinière mauricienne et son mari pêcheur. Et enfin, il y avait Camille, la seule amie d'enfance de Claire, qui a accepté de couper les ponts avec tout le monde pour rester en contact avec elle par courrier manuscrit envoyé à une boîte postale en Belgique.
L'îlot a été choisi pour une raison précise. C'est le seul endroit au monde où Pascal peut marcher sans être reconnu. Les Mauriciens qui travaillent pour lui l'appellent « Monsieur Paul » et font comme s'il était un retraité belge quelconque. Il y a passé tous ses congés depuis 15 ans, toujours seul en apparence, mais Claire était là, cachée dans la villa, à lire, à peindre, à attendre. L'îlot est entouré de requins. Ce qui décourage les curieux. Il y a des panneaux, danger, courant mortel, partout. Et surtout, il n'y a pas de réseau, pas de stories Instagram sauvages, pas de drones, pas de touristes en jet ski. Rien que le bruit des vagues et des oiseaux. Les 9 invités sont arrivés séparément, sur 3 jours différents, par des bateaux différents, pour ne pas éveiller les soupçons. Ils ont dormi dans des cases traditionnelles dispersées dans la mangrove. Ils n'ont pas bu d'alcool fort, par respect pour Claire, qui ne supporte plus depuis ses fausses couches. Ils ont chanté des chansons françaises des années 80 à voix basse. Lucien a raconté comment il avait un jour prétendu que Pascal avait la varicelle pour justifier une absence de 3 semaines. Sophia a montré des cicatrices sur ses poignets, datant de l'époque où elle haquait pour eux sous pression. Marie a serré sa fille dans ses bras pendant 10 minutes sans dire un mot. Et puis ils sont repartis, un par un, comme des ombres, sans photo de groupe, sans selfie, sans même un au revoir collectif. Juste des regards qui disaient « on a tenu, on a gagné ». Et maintenant? Maintenant que le secret est éventé, que les photos floutées circulent, que les hélicoptères de presse tournoient déjà au-dessus de l'île Maurice, que les réseaux sociaux hurlent, que les chaînes d'information continues préparent des éditions spéciales. Pascal et Claire sont rentrés en France. Ils sont dans la longère normande, rideaux tirés, téléphones éteints. Ils ne regrettent rien. Ils savaient que ça arriverait un jour. Ils ont choisi ce jour-là. Pascal a 65 ans. Claire en a 63. Ils n'ont plus la force de fuir. Ils veulent juste finir leur jour ensemble sans plus se cacher. Peut-être qu'ils accepteront une seule interview, une seule, dans 10 ans, quand le bruit sera retombé. Peut-être qu'ils écriront un livre sous pseudonyme. Peut-être qu'ils resteront silencieux jusqu'au bout. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne divorceront pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vendront pas leur histoire. Ce qui est sûr, c'est que Claire ne montrera jamais son visage. Elle a dit à Pascal, il y a 10 minutes, alors que le monde explosait autour d'eux. « J'ai disparu pendant 35 ans. Je peux bien disparaître encore un peu. » Lui a répondu, « Cette fois, on disparaît ensemble. » Ils ont pris la vieille 4L garée dans la grange. Ils ont roulé jusqu'à un petit port de pêche. Ils ont embarqué sur un voilier près depuis des mois. Direction, on ne sait où. Peut-être le Groenland, peut-être les Açores, peut-être juste l'autre côté de la Manche. Ils ont laissé une lettre sur la table de la longère. Une seule phrase. « Merci d'avoir respecté notre silence. Maintenant, respectez notre paix. » Et quelque part, au milieu de l'océan, un homme de 65 ans et une femme de 63 ans se tiennent la main, regardent l'horizon. Il sourit. Pour la première fois depuis 35 ans, il sourit sans peur.